L'air sur la place Saint-Jean, au pied de la cathédrale de Lyon, portait ce jour-là une lourdeur presque palpable. Un mélange âcre de gaz d'eau, échappement et de l'humidité persistante de la Saône, qui s'infiltrait jusque dans les poumons. Une fine pellicule grisâtre semblait tout envelopper, même les couleurs vives des étals du marché qui épuisées sous la lumière diffuse d'un soleil voilé. Au milieu de la foule compacte, où les discussions élevées en un brouhaha constant, Léo Dubois, 9 ans, se tenait serré contre la jambe de sa mère, ses petites mains agitant fébrilement un Rubik's Cube tactile. Ses lunettes de soleil, trop grandes pour son visage émacié, masquaient un regard qui ne voyait pas le monde, mais le ressentait avec une intensité insupportable. Chaque toux sèche dans la foule, chaque vibration du sol, causée par le tramway, résonnait en lui comme une alerte silencieuse, un signal d'un danger que personne d'autre ne semblait percevoir avec la même acuité déchirante. Sur l'estrade temporaire à quelques mètres de Léo, la voix d'Isabelle Leclerc résonnait, amplifiée par les haut-parleurs, décrivant avec assurance les « innovations technologiques pour une ville plus verte ». Ces mots, polis et optimistes, contrastaient étrangement avec la réalité sensorielle que Léo vivait. Pour lui, l'air n'était pas un concept abstrait, mais une présence oppressante, un goût métallique sur la langue, une texture granuleuse qui frottait contre sa peau fine. Il percevait les motifs complexes des particules en suspension, les fréquences sonores des polluants qui dansaient dans l'atmosphère, une symphonie cacophonique de données invisibles aux autres. Son Rubik's Cube tournait sans relâche entre ses doigts agiles, une tentative désespérée de structurer le chaos sensoriel qui menaçait de le submerger, tandis que l'odeur de la pollution se mêlait à celle des beignes fraîchement préparés, créant une dissonance insupportable. Soudain, une vague de toux plus forte que les autres parcourut la foule, un rappel brutal et collectif de l'état de l'air. Léo tressaillit, ses doigts se crispant sur son cube, sa gorge se serrait, et une urgence irrépressible s'empara de lui. Il savait au plus profond de son être, que ce qu'ils entendaient par « plus vert haine » était qu'une façade. Il avait besoin de parler, de partager la vérité qu'il percevait, même si les mots étaient souvent un défi. Sa mère, Cécile, sentit la tension dans son petit corps, et posa une main apaisante sur son épaule, mais Léo, cette fois, ne se laissa pas réconforter. Il fit quelques pas en avant, sa petite silhouette presque perdue dans la masse des adultes, ses sens en alerte maximale, prêt à briser le silence complaisant de l'assemblée. Avec une détermination surprenante, Léo leva la tête en direction de la scène, sa voix, bien que légèrement monocorde, perçant le brouhaha ambiant avec une clarté inattendue. « Madame Leclerc !» lança-t-il, faisant sursauter quelques personnes proches. Un silence hésitant tomba sur la foule, les regards se tournant vers l'enfant aux lunettes sombres. Isabelle Leclerc, interrompue en pleine phrase, baissa son micro, une expression de surprise mêlée d'une pointe d'agacement traversant son visage habituellement impassible. Léo, ignorant les murmures et les regards curieux, répéta sa question, chaque mot prononcé avec une gravité désarmante. « Pouvez-vous m'aider à voir la couleur du ciel ?» La simplicité de cette requête, venant d'un enfant aveugle dans cette atmosphère viciée, suspendit le temps, transformant la routine d'un événement public en un moment d'interrogation collective, lourd de sens caché. Avant qu'Isabelle Leclerc ne puisse répondre, une voix grave et autoritaire éleva de l'avant de la scène. L'ingénieur Philippe Mercier, un homme corpulent à la cravate impeccablement nouée, s'avança, son sourire forcé masquant une irritation évidente. « Allons, petit » dit-il d'un ton faussement paternel, mais avec une pointe de mépris à peine voilée. « Ce n'est pas le moment pour les divagations enfantines. Madame Leclerc a des choses sérieuses à discuter, pas les fantaisies d'un jeune homme un peu trop imaginatif. » Un rire nerveux parcourut quelques rangs, et Léo sentit une vague de chaleur monter à ses joues. Le son du rire, le ton condescendant de Mercier, tout cela était une agression sensorielle, une humiliation publique, qui le fit vaciller. Il se recroquevilla légèrement, son Rubik's Cube devenant son unique point d'ancrage dans un monde soudainement hostile. Le poids des regards, la condescendance de Mercier, le déni de la réalité ambiante, tout concourait à écraser Léo, à le renvoyer à son statut d'enfant, différent et inaudible. Il sentit les larmes piquer ses yeux cachés derrière les verres sombres, mais il ne bougea pas. Une force intérieure, alimentée par la conviction de ses perceptions, le maintenait debout. Isabelle Leclerc, le regard aiguisé, observa la scène. Elle vit le tremblement imperceptible des mains de Léo, la dignité silencieuse avec laquelle il supportait l'humiliation, et un éclair de curiosité traversa son regard habituellement froid. L'arrogance de Mercier, loin de clore le débat, venait peut-être d'ouvrir une brèche inattendue. La question de Léo résonnait encore dans l'air pollué. Ce magnat de la technologie allait-elle réellement l'ignorer? Ou quelque chose dans l'audace de l'enfant avait-il piqué son intérêt? Léo Dubois, 9 ans, restait figé, ses fines épaules légèrement courbées sous le poids de la foule qui s'amenuisait autour de lui.
Ses lunettes de soleil, un rempart contre le monde agressif, dissimulaient des yeux qui ne percevaient pas la lumière, mais captaient les nuances invisibles de l'air, les vibrations du sol, les échos des voix lointaines. Son Rubik's Cube tactile, devenu un prolongement de ses mains agitées, tournait inlassablement, chaque clic, chaque rotation étant une tentative désespérée de rétablir un ordre dans le chaos sensoriel qui le submergeait. Né aveugle et diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme de haut niveau, Léo vivait dans un monde de données brutes, où l'information s'accumulait, dense et pressante, exigeant être comprise, organisée. L'humiliation infligée par l'ingénieur Mercier résonnait encore, non pas comme des mots, mais comme une fréquence aiguë, désagréable, qui brouillait sa perception déjà complexe de la réalité. Pour Léo, le monde N était pas une suite d'images, mais un vaste réseau de motifs interconnectés, une symphonie cacophonique d'informations invisibles aux autres. Son hyperfocalisation sur les motifs S étendait au-delà du visuel. Il déchiffrait les motifs sonores, les fluctuations de température, les vibrations subtiles du vent, et surtout, les schémas complexes des données atmosphériques. Sa cécité, loin être un handicap total, avait aiguisé ses autres sens à un degré exponentiel, tandis que sa condition autistique lui permettait de traiter cette avalanche sensorielle avec une logique et une mémoire hors du commun. Il voyait la qualité de l'air, à travers les fréquences émises par les particules en suspension, les odeurs métalliques, les textures granuleuses du vent sur sa peau, chaque élément étant une donnée vitale à interpréter. Un fragment d'un puzzle environnemental, que personne d'autre ne semblait percevoir avec une telle acuité. La communication représentait souvent un défi pour Léo. Sa voix, bien que claire, adoptait parfois un ton monocorde ou répétitif, ne parvenant pas toujours à traduire la complexité de ses pensées. Lorsqu'il devait exprimer des concepts d'une grande précision, il se tournait vers un dispositif de synthèse vocale, son allié silencieux, qui lui offrait la structure nécessaire pour articuler l'inexprimable. Mais ce monde de détails était aussi un monde de fragilité. Les bruits forts et imprévisibles, les lumières clignotantes, même si ses yeux ne les percevaient pas, son corps les ressentait comme des chocs, où certaines textures rugueuses pouvaient provoquer une surcharge sensorielle intense. Pour s'autoréguler, Léo se balançait légèrement d'avant en arrière, son steaming, suivait des routines immuables et se raccrochait à son Rubik's Cube ou au bracelet de perles en bois qu'il portait toujours au poignet. Loin de la cacophonie de la place Saint-Jean, sa modeste maison à Vèze représentait un havre de paix, imprégné de l'odeur réconfortante de la cuisine familiale. Ses parents, Cécile et Marc, ouvriers dans une usine locale, étaient des piliers d'amour et de soutien inconditionnel. Ils l'entouraient d'une tendresse infinie, mais se sentaient souvent dépassés par l'immensité des défis liés à l'aine, éducation d'un enfant aux besoins si particuliers et à l'intellect si extraordinaire. Cécile, toujours attentive, avait senti la tension monter en Léo lors de l'incident. Chez eux, elle lui offrait un chocolat chaud, une petite attention qui apaisait son âme. Leur lutte pour trouver des écoles et des thérapies en France, capables de comprendre et de valoriser réellement ses compétences uniques, dans un système souvent rigide, était un combat quotidien, silencieux mais constant. Dans le quartier de Vèze, Léo était perçu avec un mélange complexe d'émotions. Certains voisins, touchés par son innocence et sa particularité, le voyaient comme un petit ange, une âme pure, sans saisir la profondeur de son génie. D'autres, moins compréhensifs, le considéraient simplement comme différent, un enfant qu'il fallait protéger, mais qui ne pourrait jamais s'intégrer pleinement. Cette perception superficielle, ce manque de véritable compréhension, renforçait souvent son sentiment d'isolement, même au sein de sa propre communauté. Les sourires condescendants, les regards évasifs, et surtout les moqueries de l'ingénieur Mercier, N, étaient que le reflet d'une société qui peinait à embrasser la neurodiversité, préférant souvent l'ignorance au respect, et la conformité à la reconnaissance des talents uniques. Léo, malgré cela, portait en lui une force tranquille, une conviction inébranlable en ses perceptions. Était cette conviction inébranlable qui l'avait poussé à interpeller Isabelle Leclerc, car la question « Pouvez-vous m'aider ?» Avoir la couleur du ciel ? N n'était pas une requête littérale pour ses yeux aveugles. C était une expression synesthésique profonde de sa perception de la toxicité de l'air de Lyon. Une manière de traduire les données qu'il voyait, en une image que les autres pourraient, peut-être, commencer à comprendre. Pour Léo, le ciel N n'était pas une étendue bleue, mais un gris verdâtre des particules PM 2.5, un rouge pulsant des oxydes d'azote, un noir dense de la suie industrielle qui s'accrochait aux façades des immeubles. Le ciel de Lyon était malade, et sa couleur, telle qu'il la ressentait, était le reflet exact de cette maladie. Il ne voyait pas le ciel, mais il le connaissait avec une profondeur que personne d'autre ne pouvait atteindre, et il était prêt à le révéler.
Les dernières paroles de Léo, « Pouvez-vous m'aider à voir la couleur du ciel ?» résonnaient dans l'esprit d'Isabelle Leclerc, bien après que la foule se soit dispersée de la place Saint-Jean. L'arrogance de Mercier n'avait fait qu'aiguiser sa curiosité. PDG d'un conglomérat technologique, Isabelle était avant tout une stratège, et la question de l'enfant, loin d'être une fantaisie, lui apparut comme une énigme captivante, un défi intellectuel à la hauteur de son esprit féroce. Elle avait vu le tremblement des petites mains de Léo, la dignité silencieuse derrière ses lunettes sombres, et quelque chose en elle, au-delà du pragmatisme des affaires, avait été touché. Une idée audacieuse germait déjà dans son esprit. Une réponse qui allait choquer la ville, mais qui, elle le savait, pourrait révéler une vérité bien plus complexe, que les rapports officiels ne voulaient l'admettre. L'ingénieur Philippe Mercier, lui, avait quitté la place Saint-Jean avec une irritation croissante, le rire nerveux de la foule étant muet en une amertume persistante. Ce gamin, avec sa question stupide, avait brisé la façade de respectabilité qu'il s'efforçait de maintenir. Mercier, directeur du département qualité de l'air, était un homme d'apparence lisse, mais sa politesse masquait une ambition féroce et une corruption profonde. Il recevait des pots de vin substantiels de grandes industries pour manipuler les données sur la pollution, et un enfant à problème, comme Léo, représentait une menace directe. Un dérangement sentimental, avait-il marmonné à son adjoint, le visage déformé par le mépris, une distraction que cette Leclerc ferait bien d'ignorer si elle ne veut pas ruiner sa réputation avec les divagations d'un autiste aveugle. À quelques kilomètres de là, dans une petite salle de classe au mur égayé de dessins d'enfants, mademoiselle Camille Martin, l'enseignante spécialisée de Léo, ressentait une profonde tristesse en lisant le compte-rendu succinct de l'incident de la place Saint-Jean. Elle connaissait Léo, son monde de motifs et de fréquences, sa manière unique de voir, au-delà des apparences. Pour elle, la question de la couleur du ciel n'était pas une poésie naïve, mais une expression profonde de sa perception de la toxicité ambiante. Camille, une jeune femme aux yeux vifs et au cœur ardent, était toujours battue pour l'inclusion de Léo, pour que son génie soit reconnu. Elle savait que derrière les moqueries de Mercier se cachait une ignorance dangereuse, et elle était déterminée à défendre l'enfant, à faire entendre sa voix singulière, dans un monde trop souvent sourd. Dans les ruelles pavées de Vèze, le quartier de Léo, Monsieur Jean Moreau, un jardinier à la retraite aux mains calleuses et au regard empreint de sagesse populaire, écoutait les commérages du marché. Il avait vu Léo grandir, le petit garçon aux lunettes sombres, toujours absorbé par son Rubik's Cube. Au début, il avait été sceptique, considérant Léo comme un enfant différent, mais pas nécessairement un génie. Cependant, la toux persistante de sa femme, les feuilles jaunies de ses rosiers, et l'odeur âcre qui s'accrochait au mur de son immeuble, tout cela le rendait de plus en plus réceptif à l'idée que quelque chose n'allait pas. La question de Léo, rapportée par sa voisine, commença à résonner en lui, non comme une divagation, mais comme une vérité simple, perçue par un enfant que personne écoutait vraiment, mais qui voyait peut-être plus clair que les adultes. Quelques jours plus tard, dans les bureaux ultramodernes du conglomérat d'Isabelle Leclerc, le docteur Antoine Girard, un jeune scientifique des données au esprit vif et analytique, écoutait avec une pointe d'incrédulité la proposition de sa PDG. Un laboratoire du ciel pour un enfant aveugle et autiste, avait-il osé demander, le front plissé. Isabelle, impassible, avait détaillé sa vision. Un espace hyper adapté, insonorisé, avec des capteurs de pointe, et une interface de communication sur mesure pour Léo. Ce gamin ne voit pas la lumière, Antoine, avait-elle dit, mais il perçoit les motifs de l'air d'une manière que nos instruments ne peuvent qu'effleurer. Votre rôle sera de traduire ces perceptions en données vérifiables. Girard, bien que sceptique, sentait l'excitation monter. Était une folie, certes. Mais une folie fascinante, une chance de briser les conventions scientifiques. L'annonce publique du laboratoire du ciel fit l'effet d'une bombe dans la presse lyonnaise. Certains y virent une initiative philanthropique audacieuse, d'autres un coup de communication cynique d'Isabelle Leclerc, voire une insulte à la gravité de la crise environnementale. L'ingénieur Mercier, furieux, dénonça ce caprice coûteux comme une distraction dangereuse, lors d'une interview télévisée, tentant de discréditer Isabelle, et par extension, Léo, en le qualifiant de marionnette, d'une femme d'affaires en mal de publicité. La tension montait, d'un côté, le pouvoir corrompu et arrogant de Mercier, de l'autre, la fragilité d'un enfant aux perceptions uniques, soutenu par une femme d'affaires énigmatique, dont les motivations restaient floues. Le destin de Léo, et peut-être celui de Lyon, allait désormais se jouer dans ce laboratoire, au croisement de la science et d'une intuition extraordinaire, sous le regard inquiet de certains et le ricanement des autres. L'atmosphère lyonnaise, déjà lourde, épaississait de jour en jour,
transformant la lumière dorée des matins en un voile grisâtre qui étouffait les façades haussmanniennes et masquait la basilique de Fourvière sous un linceul cotonneux. Les tout sèches haines étaient plus une simple gêne, mais un refrain omniprésent dans les rues de Vèze, au marché, jusque dans les tramways bondés. Les reportages télévisés, bien que minimisant la gravité de la situation, ne pouvaient plus masquer l'inquiétude croissante des habitants, qui voyaient leurs enfants peiner à respirer, leurs aînés succomber à des affections pulmonaires inexpliquées. L'odeur âcre des particules fines se mêlait désormais au parfum des beugnes et des roses, une dissonance olfactive qui annonçait une urgence que les chiffres officiels s'obstinaient à démentir. Le problème initial, celui que Léo avait tenté d'articuler, grandissait, s'ancrant dans le quotidien de chaque Lyonnais, transformant l'air invisible en un ennemi tangible. Chez lui, à Vèze, Léo ressentait cette escalade avec une acuité déchirante. Le gris verdâtre, des PM 2.5, le rouge pulsant des oxydes d'azote, tout cela s'intensifiait dans son esprit, une symphonie cacophonique de données qui le submergeait. Ses balancements d'avant en arrière, son steaming, devenaient plus fréquents, plus amples, une tentative désespérée de calmer l'ouragan sensoriel qui faisait rage en lui. Cécile, sa mère, observait avec une anxiété grandissante les signes de détresse de son fils, son Rubik's Cube tournant sans relâche, ses doigts frénétiques cherchant un ancrage dans le chaos. La pression sur Léo montait, non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, son corps et son esprit percevant une menace que la plupart des adultes refusaient encore de nommer. Une urgence vitale, qui s'infiltrait jusque dans les murs de leur modeste foyer. Pendant ce temps, l'ingénieur Philippe Mercier, le visage figé dans un sourire supérieur, multipliait les apparitions médiatiques. Lors d'une interview télévisée, il qualifia le laboratoire du ciel d'Isabelle Leclerc de « coup de pub grotesque », une gabégie financière fondée sur les divagations poétiques d'un enfant malade. Son ton condescendant, empreint d'un validisme à peine voilé, visait à discréditer non seulement le projet, mais aussi Léo lui-même, le réduisant à une figure de pitié sans pertinence scientifique. Nous avons des experts qualifiés pour gérer ces questions, assura-t-il, les mains jointes avec assurance, pas besoin de faire appel à des fantaisies de bas étage. Le mépris de Mercier était palpable, une tentative de noyer la vérité dans un océan d'arrogance et de mensonges, renforçant sa position d'antagoniste. Dans son bureau high-tech, Isabelle Leclerc regardait Mercier à l'écran, un éclair froid dans ses yeux habituellement impénétrables. La tentative de discrédit de Mercier ne la déstabilisait pas, elle la renforçait. Elle y voyait la marque de la peur, le signe que ses manœuvres souterraines étaient menacées. « Accélérez l'installation, Antoine », ordonna-t-elle au docteur. Girard, sa voix calme mais ferme, « Nous n'avons pas de temps à perdre avec les jérémiades d'un homme dépassé par les événements. » Elle publia un communiqué de presse lapidaire, réaffirmant son engagement envers l'innovation et la science, et promettant des révélations imminentes qui changeront la donne. La pression sur Léo augmentait, car il était désormais au centre d'une bataille dont il ne mesurait pas encore toute la portée, un pion fragile sur elle, échiquier complexe du pouvoir lyonnais. Mademoiselle Camille Martin, l'enseignante de Léo, sentait-elle, étau se resserrer autour de l'enfant. Les moqueries de Mercier, relayées par certains parents d'élèves, lui faisaient craindre un isolement encore plus grand pour Léo. Elle redoublait d'efforts pour le soutenir, lui apportant de nouveaux jeux tactiles, des livres audio sur les phénomènes atmosphériques, des petites attentions pour apaiser son âme. Dans le quartier de Vèze, M. Jean Moreau, le jardinier à la retraite, voyait ses rosiers jaunir un peu plus chaque jour. L'atout de sa femme s'aggravait, et les discussions au marché tournaient de plus en plus autour de l'air irrespirable. La voix de Mercier à la télévision, tentant de minimiser la situation, ne faisait qu'attiser sa méfiance. Il commençait à murmurer aux voisins que, le petit Léo, avait peut-être vu juste, dès le début, semant les graines d'une mobilisation citoyenne naissante. L'urgence devenait une réalité criante. Les services d'urgence des hôpitaux lyonnais signalaient une augmentation alarmante des admissions pour des problèmes respiratoires, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Les médias commençaient à relayer des témoignages poignants, des images de crèches où les tout-petits toussaient sans répit, des écoles où les sorties étaient annulées. Le laboratoire du ciel, encore en construction, était le seul espoir tangible, un pari fou d'Isabelle Leclerc sur la capacité unique d'un enfant. Léo, dans le silence relatif de son espace en devenir, sentait la ville vibrer d'une fièvre croissante. La couleur du ciel qu'il percevait s'obscurcissait, un signal d'alarme silencieux, mais assourdissant pour lui seul, le poussant vers le bord d'une découverte vitale, ou d'une surcharge sensorielle irréversible. Les zones à faibles émissions,
d'aide, FE, jadis vanté comme la panacée, se révélait chaque jour plus illusoire. Sur l'A7, artère vitale de Lyon, les véhicules les plus polluants continuaient de cracher leur fumée grise, malgré les interdictions sporadiques annoncées à grand renfort de communication. Les panneaux lumineux de la ville, censés afficher la qualité de l'air, restaient souvent figés sur des indices modérés, défiant la toux collective qui secouait les passants sur les trottoirs bondés. Léo, assis dans le tramway qui leur amenait de l'aile, école à Vèze, sentait la vibration de l'air saturé, une texture âcre sur sa langue qui n'avait rien de modéré. Il percevait la dissonance entre les chiffres officiels et la symphonie cacophonique de polluants qui dansaient autour de lui. Un motif de mensonge qui le rendait agité, son Rubik's Cube tournant plus vite entre ses doigts fébriles. Les efforts de la mairie, souvent relayés par l'ingénieur Philippe Mercier lors de conférences de presse au sourire forcé et aux propos lissés, se limitaient à des campagnes de sensibilisation éphémères et à des restrictions de circulation tardives, inefficaces, face à l'ampleur grandissante du désastre. Les Lyonnais, habitués à la douceur de vivre et au dynamisme de leur ville, commençaient à se méfier de ces promesses creuses, sentant bien que l'air qu'ils respiraient chaque jour était une menace. Léo, lui, n'avait pas besoin des statistiques pour voir échec. Sa perception des fréquences sonores des moteurs diesel, des résidus chimiques dans l'air, s'intensifiait, le plongeant dans une surcharge sensorielle qui le forçait à se blottir contre sa mère. Le monde, pour lui, était une toile de motifs brisés, de données contradictoires, qui criaient une vérité que les adultes refusaient d'entendre. Un échec collectif dont il ressentait chaque particule oppressante. Des associations de quartier, comme Respire Lyon, tentaient bien d'organiser des marches de protestation ou de distribuer des masques filtrants aux passants, mais leurs actions, aussi louables soient-elles, se perdaient dans l'indifférence générale ou étaient minimisées par les médias complaisants, souvent sous la pression des pouvoirs en place. Leurs pancartes, brandies avec ferveur devant la préfecture, ne parvenaient pas à percer le mur de silence érigé par les autorités. Léo, un jour, avait été conduit par Camille à l'une de ces manifestations. Le vacarme des klaxons, les cris de colère, les odeurs mêlées de sueur et de gaz, échappement l'avaient submergé, mais il avait aussi ressenti la frustration palpable, le motif d'une impuissance collective qui le laissait désorienté, ses doigts agrippés à son bracelet de perles en bois, cherchant un ordre dans ce chaos émotionnel et sonore. La résignation commençait à s'installer dans les esprits, une chape de plomb plus lourde encore que le smog qui épaississait au-dessus des toits de la ville. Au marché de la Croix-Rousse, les discussions amères remplaçaient les joyeuses plaisanteries habituelles sur les étals colorés. « On nous ment, c'est tout », murmurait une vieille dame en toussant, ses yeux rougis par l'irritation. Monsieur Jean Moreau, le jardinier, constatait avec amertume que ses plants de tomates, jadis robustes et prometteurs, portaient désormais des feuilles chétives et jaunies, une métaphore vivante de l'état de la ville. Le rire sardonique de Mercier à la télévision, qui qualifiait les plaintes de psychose collective, ne faisait qu'envenimer les esprits. Léo, à travers les murs de sa chambre, percevait cette vague de désespoir, une fréquence basse et lancinante qui s'ajoutait à la cacophonie de la pollution, accentuant son propre sentiment d'exclusion et d'urgence. Dans les couloirs bondés de l'hôpital Édouard Herriot, épuisement des équipes médicales était palpable, leurs visages marqués par des nuits sans sommeil. Le docteur Valérie Fournier, chef du service de pneumologie pédiatrique, avait envoyé des rapports alarmants aux autorités, détaillant l'explosion des bronchiolites chez les nourrissons et l'aggravation des asthmes chez les enfants. Ces appels à des mesures drastiques restaient lettre morte, noyés sous des arguments économiques et des dénégations politiques. Elle se sentait impuissante, face à cette marée montante de souffrance. Léo, lors d'un contrôle de routine, avait senti la tristesse et la frustration de la doctoresse à travers les vibrations de sa voix, le rythme cardiaque accéléré des enfants malades, qu'il percevait dans le silence relatif de la salle d'attente. Il voyait la couleur de la maladie, étendre, une teinte sombre et inexorable. L'apogée de cette impuissance fut atteinte lors d'un épisode de pollution extrême, rapidement surnommé le pic rouge, où la ville fut plongée dans un brouillard toxique si dense, qu'il masqua totalement la majestueuse colline de Fourvière, pendant 3 jours consécutifs. Les urgences des hôpitaux débordèrent, les écoles furent fermées, et une panique sourde s'empara des habitants, confinés chez eux. Malgré les alertes généralisées, les mesures d'urgence furent encore une fois trop tardives, trop timides, semblant ne faire qu'effleurer la surface d'un problème qui s'enfonçait dans les poumons de chacun. L'ingénieur Mercier apparut à la télévision, le visage blême et cerné, lisant un communiqué vide de sens, incapable d'offrir une solution crédible. C'est à ce moment précis que Léo, reclus dans le silence de sa chambre, ses sens en hyper-alerte face à cette fièvre urbaine, comprit que le moment de sa propre intervention était plus une question de si, mais de quand. La ville étouffait,
et seule sa perception unique du monde pouvait peut-être la sauver de l'asphyxie. Le « pic rouge » avait laissé une cicatrice invisible sur le cœur de Lyon, une anxiété latente qui s'accrochait au mur des immeubles et s'infiltrait dans les poumons des habitants. Léo, reclus dans le silence relatif de sa chambre à Vaise, sentait cette fièvre urbaine monter en lui avec une intensité insoutenable. Le monde extérieur, vibrant de panique et de tout, était devenu un chaos sensoriel assourdissant, chaque particule, chaque fréquence, chaque odeur âcre s'accumulant dans son esprit comme une montagne de données. Ses balancements, son steaming, étaient amplifiés, un rituel désespéré pour contenir l'ouragan qui menaçait de le submerger. Il savait, avec une certitude inébranlable, que le temps des questions innocentes était révolu. La ville étouffait, et sa perception unique, son fardeau et son don, était la seule boussole capable de naviguer dans cette obscurité toxique. Le moment N était plus à l'attente, mais à l'action. C'est dans l'environnement aseptisé et encore incomplet du « laboratoire du ciel » d'Isabelle Leclerc que Léo fit sa première apparition officielle, guidé par sa mère Cécile, le petit Rubik's Cube serré dans sa main. Le docteur Antoine Girard, le jeune scientifique, observait l'enfant avec un mélange de fascination et de scepticisme, ses doigts tambours sur son ordinateur portable. Léo, après quelques minutes d'adaptation à l'acoustique parfaite et aux surfaces lisses, se tourna vers un écran tactile qui affichait des schémas complexes d'ondes sonores. Sa voix monocorde, presque murmurée, brisa le silence. La fréquence des oxydes d'azote, elle est trop haute dans le 8e arrondissement. Et le vent. Il la pousse vers Perrache. Girard fronça les sourcils, un sourire incrédule aux lèvres. Comment un enfant aveugle pouvait-il voir de telles choses? Était absurde, la solution à la crise ne pouvait pas venir d'un tel endroit. La nouvelle de l'implication de Léo, dans le projet d'Isabelle, parvint rapidement aux oreilles de l'ingénieur Philippe Mercier, qui la reçut avec un rire sardonique et un mépris à peine dissimulé. Lors d'une réunion informelle avec des industriels et des journalistes triés sur le volet, il qualifia l'initiative de cirque médiatique, et Léo de petite marionnette manipulée par une mégalomane. Son ton, empreint d'un validisme crasse, résonnait dans les colonnes des journaux locaux. Un enfant qui voit des couleurs dans le ciel, c'est de la folie. Lyon a besoin de solutions concrètes, pas des divagations d'un autiste aveugle. C'est une insulte à nos experts. Léo, bien que n'ayant pas lu les articles, ressentit l'onde de choc de ces paroles, une fréquence aiguë de moquerie qui s'ajoutait à la cacophonie sensorielle de la ville, le renvoyant à son statut d'être différent et inaudible. Isabelle Leclerc, dans son bureau aux larges baies vitrées, donnant sur un ciel lyonnais toujours aussi terne, lisait les critiques acerbes et écoutait les railleries de Mercier avec une froide détermination. Elle savait que le risque était immense, que sa réputation était en jeu, mais quelque chose dans la tranquille assurance de Léo, dans la précision de ses premières observations, l'intriguait profondément. Elle Condeligny était pas femme à ignorer une opportunité, aussi improbable soit-elle. Antoine, dit-elle à Girard, sa voix mesurée, ignorez le bruit. Concentrez-vous sur les données que Léo nous donne. Nous allons le tester. Vraiment le tester. Son regard balayait l'horizon, comme si elle cherchait à percer le smog, non pas pour voir le ciel, mais pour déceler les motifs cachés que seul Léo semblait capable de décrypter. Elle était prête à prendre ce pari fou. Quelques jours plus tard, dans le laboratoire, Léo était assis devant une console spécialement adaptée, ses doigts explorant un clavier braille connecté à des capteurs atmosphériques. Il ferma les yeux derrière ses lunettes, absorbé par les informations que son dispositif de synthèse vocale lui traduisait en une suite de chiffres et de descriptions sensorielles. Le vent est faible, une vibration basse, il y a une zone de haute pression qui se forme au-dessus de la dombe, annonça-t-il, sa voix calme. Les particules de diesel, celles avec le motif « noir dense », elles vont stagner au-dessus de la presque île dans les prochaines 4 heures. Girard, qui avait d'abord ricané, regarda les modèles météorologiques et les données des capteurs de la ville. L'information était là, mais dispersée, difficile à corréler. Léo l'avait fait en quelques minutes, avec une précision déconcertante, même si les ingénieurs peinaient encore à croire que cette prédiction venait d'un enfant. La prédiction de Léo, bien que troublante par sa précision, fut accueillie par un silence chargé, mêlé d'incrédulité et d'une pointe d'agacement chez certains ingénieurs. Comment un enfant pouvait-il anticiper avec une telle acuité ce que des modèles complexes ne prévoyaient qu'avec une marge d'erreur significative? Le docteur Girard, malgré son scepticisme initial, sentait une tension monter en lui. Léo, lui, restait imperturbable, son Rubik's Cube tournant lentement, chaque clic étant une validation silencieuse de sa vérité. Le pic rouge avait été un avertissement,
et la ville continuait de suffoquer. La solution semblait à la fois incroyablement proche et désespérément lointaine, enfermée dans l'esprit d'un enfant que le monde peinait à comprendre. La question N était plus de savoir s'il voyait, mais si les autres étaient enfin prêts à écouter la couleur du ciel qu'il percevait, avant qu'il ne soit trop tard. Le laboratoire du ciel, fraîchement achevé, offrait un contraste saisissant avec la cacophonie de Lyon. Ses murs épais, recouverts de panneaux acoustiques aux motifs géométriques, filtraient le brouhaha de la ville, ne laissant qu'un silence velouté qui enveloppait Léo comme un cocon protecteur. L'air, purifié et régulé, ne portait plus cette âcreté métallique, mais une neutralité apaisante. Des dalles tactiles au sol guidaient ses pas, et le plafond basculait entre des lumières douces, ajustables par commande vocale, bien que Léo ne perçoive pas leur éclat. Ses doigts effleurèrent une surface en bois lisse, puis une autre, rugueuse, un balai sensoriel, conçu pour son confort. Cécile, sa mère, le lâcha doucement, observant avec espoir son fils s'approprier cet espace, son Rubik's Cube tournant déjà plus lentement, signe d'une agitation apaisée. Devant lui se dressait une console incurvée, une œuvre d'ingénierie intuitive, où chaque bouton, chaque curseur était en braille, chaque écran tactile offrant un retour haptique précis. Le docteur Antoine Girard, penché sur son poste, observait, intrigué, comment Léo, après quelques tâtonnements, posait ses mains fines sur le clavier dédié. Un dispositif de synthèse vocale, sa voix métallique mais articulée, commença à décrire les données brutes. Particules fines PM 2.5, concentration moyenne, 35 microgrammes par mètre cube. Température ambiante, 21 degrés Celsius. Pression atmosphérique, 1012 hectopascales. Léo écoutait, son visage concentré, puis tapait quelques mots sur le clavier. Pour lui, ce N n'était pas de simples chiffres, mais les échos d'une symphonie complexe, les motifs invisibles du monde, qu'il était enfin en mesure de déchiffrer avec une clarté nouvelle, une passerelle entre sa perception unique et la science conventionnelle. Isabelle Leclerc observait la scène depuis une vitre sans teint, son regard perçant dissimulant une pointe d'émotion qu'elle se refusait d'afficher. Le docteur Girard, quant à lui, ne masquait plus sa fascination. Ses sourcils, d'abord froncés par le scepticisme, étaient progressivement relevés à mesure que Léo manipulait les données avec une aisance déconcertante. « Il ne lit pas les chiffres, Isabelle, » murmura Girard, sa voix empreinte d'une nouvelle révérence. « Il les astérisque ressent astérisque. » C'est comme si chaque donnée avait une texture, une mélodie pour lui. Isabelle hocha la tête, un pli se formant entre ses sourcils. L'investissement, la folie comme d'autres l'appelaient, prenait soudain un sens, une validité inattendue, car cet enfant, que tous avaient sous-estimé, commençait à révéler des vérités que leurs instruments seuls ne pouvaient que fragmenter, sans jamais en saisir l'essence. Léo, les yeux fermés derrière ses lunettes, sa tête légèrement penchée, semblait en transe. Le dispositif de synthèse vocale s'activa à nouveau, cette fois avec les mots de Léo, traduits par le système qu'il avait lui-même aidé à calibrer. Le motif, rouge pulsant. Des oxydes d'azote, et plus dense près des boulevards périphériques, dans la zone du parc de la Tête d'Or. Et je perçois une vibration. Un gris verdâtre, montant des industries de Vénissieux, poussé par un léger courant d'air froid. Girard vérifiait en temps réel sur ses écrans les données des capteurs de la ville. Les cartes thermiques, d'abord statiques, prenaient vie, montrant des concentrations et des mouvements qui correspondaient étrangement aux descriptions de Léo. C était une cartographie de l'invisible, une danse des polluants, révélée par les sens d'un enfant que la science classique avait toujours peiné à comprendre, mais qui, ici, trouvait sa propre syntaxe pour décrire la maladie du ciel. Elle, écho des premières révélations de Léo, ne tarda pas à franchir les portes du département qualité de l'air. L'ingénieur Philippe Mercier, les traits tirés par une frustration croissante, écrasa son cigare dans un cendrier en cristal. « Ce n'est qu'une coïncidence », fulmina-t-il à son adjoint, le visage empourpré. « Des données aléatoires qu'on fait correspondre a posteriori. Cette Leclerc est folle de mettre la réputation de Lyon entre les mains d'un gamin qui joue à la devinette. » Il ordonna immédiatement de publier un nouveau rapport minimisant les derniers pics de pollution, ajoutant des clauses techniques complexes pour brouiller les pistes. Pour Mercier, la vérité N n'était qu'une variable à manipuler, et ce laboratoire, avec son enfant prodige, représentait une menace existentielle à son empire de mensonges, une dissonance insupportable qu'il devait écraser avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. Mais au sein du laboratoire du ciel, Léo continuait son travail, imperturbable face aux furies extérieures. Ses doigts, agiles et précis, tapotait le clavier, et sa voix synthétique se fit plus assurée. Le motif de vent, il va changer dans 6 heures. Il va pousser le noir dense de la suie industrielle du Sud vers la presque île
puis Vervèze. Si nous ne faisons rien, les niveaux dépasseront le seuil d'alerte pour une durée de 8 heures. Isabelle et Girard échangèrent un regard lourd de sens. Ce N était plus de la simple observation, mais de la prédiction, une capacité à anticiper le chaos. Le laboratoire du ciel N était pas qu'un refuge, C était une arme, et Léo, son décodeur le plus précieux, était sur le point de révéler non seulement la couleur véritable de l'air, mais aussi les stratégies pour le nettoyer. La ville avait un espoir, fragile, silencieux, mais d'une puissance insoupçonnée. Dans le cocon insonorisé du laboratoire du ciel, Léo S épanouissait, ses sens exacerbés trouvant enfin un terrain fertile pour leur expression. Ses doigts agiles dansaient sur les dalles tactiles, interprétant les vibrations du sol comme des courants sous-jacents de la ville, tandis que le dispositif de synthèse vocale, sa voix métallique apaisante, décrivait les variations imperceptibles de la pression atmosphérique. Il fermait les yeux derrière ses lunettes, sa concentration si intense qu'il semblait fusionner avec la console. Une après-midi, il annonça avec une conviction tranquille que le motif d'onde du monoxyde de carbone, celui avec la texture, savonneuse, allait s'intensifier dans le quartier de la Pardieu dans 3 heures, en raison d'un pic d'activité des véhicules de livraison et d'une inversion thermique locale. Le docteur Antoine Girard, d'abord sceptique, vérifiait nerveusement les données des capteurs en temps réel. 3 heures plus tard, les écrans du laboratoire s'illuminèrent de rouge, confirmant la prédiction de Léo avec une exactitude troublante. Un frisson parcourut, L, épine dorsale de Girard, le scepticisme S, érodant face à L, évidence. Derrière la vitre sans teint, Isabelle Leclerc observait la scène, le visage impassible, mais un léger plissement à l'angle de ses yeux trahissait une émotion naissante. Elle avait investi des millions dans ce projet, initialement par pragmatisme, par curiosité intellectuelle pour cette énigme humaine, mais la précision déconcertante de Léo commençait à transformer sa perspective. Ce N était plus seulement un coup de génie marketing ou une expérience scientifique. C était la révélation d'une vérité que la science conventionnelle peinait à saisir, et Léo, cet enfant vulnérable, en était le vecteur. Elle sentait le vent tourner, pas seulement dans les prévisions de Léo, mais dans l'arène politique et médiatique. Mercier, avec son arrogance et ses mensonges, serait bientôt acculé. Isabelle se prépara mentalement à la tempête qui s'annonçait, sachant que chaque succès de Léo serait une épine dans le pied de son adversaire, et elle était prête à le défendre, non plus comme un projet, mais comme un allié inestimable. L'ingénieur Philippe Mercier, lui, reçut les échos des premiers succès de Léo avec une fureur contenue. Les rapports internes, qu'il ne pouvait plus manipuler aussi facilement, commençaient à corroborer les divagations de l'enfant. Son empire de mensonges vacillait. Lors d'une conférence de presse hâtivement organisée, devant un parterre de journalistes qu'il avait soigneusement briefé, il dénonça le laboratoire du ciel comme une mascarade coûteuse, une tentative désespérée de Madame Leclerc de distraire l'attention des vrais problèmes de la ville. Son ton condescendant S éleva. Faire confiance à un enfant spécialisé, pour des questions aussi complexes que la qualité de l'air, c'est une insulte à nos ingénieurs et à la science. Il produisit des graphiques complexes, bourrés de données truquées, pour prouver que la situation était sous contrôle, tentant de noyer la vérité sous un déluge de chiffres manipulés et de mépris. Elle, écho des paroles de Mercier, teintées d'une fréquence aiguë de moquerie, atteignit Léo même dans son sanctuaire. Bien qu'il ne lise pas les journaux, il percevait la couleur sombre de la colère et du doute qui s'infiltrait dans les ondes de la ville, une dissonance qui le rendait agité. Ses balancements s'amplifiaient légèrement, un besoin irrépressible de se recentrer. Cécile, sa mère, sentait son anxiété monter, mais elle le serrait contre elle, murmurant des mots doux. Dans les rues de Vèze, Monsieur Jean Moreau, le jardinier, entendait les murmures des voisins, certains sceptiques, d'autres de plus en plus inquiets. Il se souvenait des rosiers jaunis, de la toux de sa femme, et les arguments de Mercier sonnaient creux. Il commença à parler plus fort, à défendre le petit Léo, semant les graines d'une méfiance populaire grandissante envers les autorités officielles. Poussé par une urgence sensorielle croissante, Léo se plongea dans une analyse plus complexe. Ses doigts s'agitèrent sur le clavier braille, son dispositif de synthèse vocale décrivant une série de motifs entremêlés. Une zone de basse pression inattendue se forme sur le massif central. Elle va aspirer les émissions de soufre des usines de Saint-Priest, celles avec le motif « odeur des œufs pourris », et les concentrer au-dessus des collines de Fourvière et de la Croix-Rousse, où l'air sera piégé par une inversion thermique. Le pic, sans précédent, atteindra des niveaux dangereux pour les voies respiratoires des enfants, en particulier dans les garderies, dans moins de 12 heures.
Le docteur. Girard écoutait, le souffle coupé, ses modèles informatiques peinant à corréler toutes ces variables avec une telle rapidité. C était une prédiction audacieuse, presque invraisemblable, mais la précision passée de Léo lui interdisait de l'ignorer. Le pari était immense, les vies humaines en jeu. Isabelle Leclerc, alertée par Girard, se tenait droite devant les écrans, une décision capitale à prendre. Ignorer la prédiction de Léo, C, était risquer une catastrophe sanitaire. Agir, C, était se jeter dans la gueule du loup, affronter de front Mercier et le discrédit public si Léo se trompait. Elle sentait le poids des regards sur elle, les attentes de la ville, le murmure croissant des mères inquiètes. Mercier, ayant vent de cette nouvelle fantaisie, s'apprêtait à intervenir en direct à la télévision, prêt à démolir toute initiative d'Isabelle. La tension était à son comble. L'air, même purifié dans le laboratoire, semblait épaissir d'une anxiété palpable. Léo, imperturbable, son Rubik's Cube tournant lentement, avait fait sa part. C était maintenant à Isabelle de décider si elle ferait confiance à la couleur du ciel qu'il percevait, et d'affronter les conséquences d'un choix qui allait changer le destin de Lyon, pour le meilleur ou pour le pire. Le centre de congrès de Lyon, habituellement théâtre de conventions policées et de débats feutrés, vibrait ce jour-là d'une tension inhabituelle, un mélange âpre de scepticisme palpable et d'une anxiété latente. Des personnalités influentes de la ville, maires d'arrondissement, industriels aux costumes impeccables, scientifiques au front plissé, occupaient les rangs, leurs murmures étouffés par la grandeur solennelle de l'auditorium. Sur l'estrade, sous l'aile, éclairage vif des projecteurs, Léo Dubois, petite silhouette fragile, se tenait entre Isabelle Leclerc, impénétrable dans son tailleur gris, et le docteur Antoine Girard, dont le visage trahissait un mélange d'espoir et de nervosité. Ses lunettes de soleil, ce rempart familier, masquaient l'intensité de son monde intérieur, tandis que son Rubik's Cube tactile tournait lentement entre ses doigts, unique point d'ancrage, dans cette mer d'attente silencieuse. La ville attendait, suspendue à la voix d'un enfant que beaucoup considéraient encore comme une énigme. Léo, sa petite main posée sur une interface tactile en braille spécialement conçue, prit une profonde inspiration. Sa voix, amplifiée par les micros, résonna avec une clarté calme et monocorde, perçant le silence anxieux. « Le ciel de Lyon n'est pas bleu, messieurs dames, déclara-t-il, ces mots simples mais percutants, figeant l'assemblée. C'est un cramoisi dense dans la zone industrielle de Gerland, une vibration forte que je ressens comme une brûlure. C'est un jaunâtre qui s'accroche aux cheminées de Saint-Priest, une texture granuleuse sur ma langue. Et c'est un gris cendré lourd, une fréquence basse et oppressante, qui, dans moins de 2 heures, commencera son mouvement vers Vèze, là où vivent des milliers de familles, élevant les niveaux de PM10, au-delà de toutes les limites de sécurité. L'auditoire échangea des regards, entre confusion et une pointe de dérision, peinant à concilier ces descriptions sensorielles, avec la froideur des chiffres. À l'instant où Léo prononça ces mots, le docteur Antoine Girard, d'un geste preste, activa un écran géant derrière eux. Une carte thermique interactive de Lyon s'illumina, montrant les zones de pollution actuelles, basées sur les données en temps réel des capteurs de la ville. Les zones de Gerland et Saint-Priest s'affichaient déjà dans des teintes alarmantes, un rouge sombre et un jaune vif, étrangement fidèles aux couleurs, décrites par Léo. Puis, sous les yeux ébahis de l'assemblée, des flèches animées commencèrent à se dessiner, montrant une masse grise se détachant lentement du sud, s'acheminant inexorablement vers le nord-ouest, en direction de Vèze. Les données brutes des capteurs, affichées en superposition, confirmaient une augmentation progressive des PM10. Le murmure initial de scepticisme commença à se transformer en un frisson d'incrédulité et de surprise. L'ingénieur Philippe Mercier, assis au premier rang, ne put contenir sa fureur. Son visage, d'abord pâle, vira au rouge cramoisi. Il se leva brusquement, pointant un doigt accusateur vers Léo. « C'est de la manipulation !» hurla-t-il, sa voix rauque brisant la solennité. « Des fantaisies d'enfants ! J'ai ici les rapports officiels de mon département, des données vérifiées par des experts, et ils montrent une situation parfaitement sous contrôle. » Il agita une tablette, affichant des graphiques lissés et des courbes trompeuses, tentant de noyer la vérité sous un déluge de chiffres fabriqués. Quelques journalistes, fidèles à Mercier, commencèrent à tapoter frénétiquement sur leurs ordinateurs portables, prêts à relayer sa version. La tension était à son comble, le souffle de la ville retenu entre le déni arrogant d'un homme et la vérité silencieuse d'un enfant. Mais alors que Mercier continuait de fulminer, les écrans géants du centre de congrès commencèrent à s'embraser.
Les flèches animées de la carte thermique se firent plus rapides, plus insistantes. Les capteurs de Vez, qui affichaient encore des niveaux modérés quelques minutes auparavant, viraient au rouge écarlate, confirmant la prédiction de Léo avec une exactitude effrayante. Les ingénieurs dans l'assemblée, qui avaient leurs propres tablettes connectées aux données officielles, virent leurs propres écrans réagir, alignant les chiffres bruts avec la cartographie de Léo. Un silence assourdissant tomba sur la salle, un silence de choc et de révélation. Un ingénieur aux cheveux grisonnants, initialement un détracteur ardent de Léo, se pencha vers son voisin, le visage blême. « Cet enfant n'est pas aveugle, murmura-t-il, sa voix à peine audible, il voit plus que nous tous réunis. » La défaite de Mercier était palpable, son visage livide reflétant l'effondrement de son empire de mensonges. Isabelle Leclerc, le regard aiguisé et teinté d'une fierté discrète, posa une main apaisante sur elle, épaule de Léo, qui, imperturbable, continuait de faire tourner son Rubik's Cube, comme si rien n'avait changé. La salle était plongée dans un murmure croissant, non plus de scepticisme, mais d'une reconnaissance teintée de honte collective. Léo avait non seulement prouvé l'invisible, mais il avait aussi brisé le mur de l'indifférence et du déni. Le défi était désormais clair. La ville avait une maladie, et Léo en connaissait la couleur et le trajet. Mais sa démonstration ne s'arrêtait pas là. Son esprit, capable de percevoir les motifs les plus complexes, était déjà en train de tisser les fils d'une solution. Un plan audacieux pour déjouer la vague de pollution imminente, et offrir à Lyon un souffle nouveau. Une promesse d'air pur, qui semblait, pour la première fois, à portée de main. Le centre de congrès, qui avait retenu son souffle, explosa soudainement en un murmure d'étonnement lorsque Léo, d'une voix calme, prononça les mots qui allaient changer le destin de Lyon. En altérant légèrement les schémas de flux d'air de certaines cheminées industrielles, celle de Saint-Priest par exemple, et en coordonnant très précisément le trafic lourd sur l'A7 et l'A46, expliqua-t-il, ses doigts fins effleurant les icônes tactiles sur sa console, nous pouvons créer un couloir de dispersion. Ce courant invisible, une ligne de force, que je perçois comme une vibration constante, éloignera la masse de particules de la presque île de Vez, la poussant vers des zones moins densément peuplées, où elle pourra se diluer sans danger. Le docteur Girard, les yeux écarquillés, affichait déjà les simulations sur l'écran géant, montrant un balai complexe de flux d'air et de zone de évacuation, une solution d'une élégance inattendue, née de l'esprit d'un enfant que tous avaient sous-estimé. Isabelle Leclerc, le regard fixé sur Léo, sentit une vague d'émotion qu'elle ne était jamais permise auparavant. Le pari était immense, la confiance placée dans cet enfant aveugle et autiste, le risque de discrédit total si cela échouait. Mais la logique de Léo, la précision de ses prédictions passées, résonnait avec une vérité indéniable. D'un geste ferme, elle s'empara du micro. Nous mettons en œuvre cette solution. Immédiatement. Sa voix, habituellement froide, portait une urgence et une conviction qui balayèrent les dernières hésitations. Elle activa les protocoles d'urgence, contactant les directeurs d'usine, les services de la voirie, la préfecture, transformant la ville en un laboratoire grandeur nature, tous les yeux rivés sur les écrans qui affichaient les données en temps réel, espérant que la couleur du ciel changerait enfin. La ville de Lyon se transforma en une ruche bourdonnante d'activités coordonnées. Les sirènes des véhicules de police ouvraient la voie aux camions de livraison redirigés, les cheminées industrielles modifiaient leurs émissions sous la supervision d'ingénieurs en ligne, et les feux de signalisation s'adaptaient à de nouveaux flux de circulation. Dans le laboratoire du ciel, Léo, le visage concentré, continuait d'affiner les paramètres, ses doigts dansant sur son clavier braille, guidant chaque action avec une précision millimétrée. Le docteur Girard, les mains tremblantes, observait les cartes thermiques, les masses de pollution commençaient à se déplacer, à étirer, à se disperser selon les schémas prévus par Léo. L'air, même à travers les filtres du laboratoire, semblait moins lourd, comme si la ville entière respirait collectivement, attendant le verdict de cette expérience audacieuse. Les minutes étirèrent en une éternité. Puis, sur les écrans géants du centre de congrès, les capteurs de Vez, qui devaient s'embraser de rouge écarlate, restèrent dans des teintes d'orange et de jaune, indiquant des niveaux de PM10 contrôlables. La vague de pollution avait été déjouée. Un soupir de soulagement collectif parcourut la salle, se transformant rapidement en une ovation spontanée. Des larmes coulaient sur les joues de certains maires, des industriels au visage d'habitude impassible échangeaient des poignées de main, le choc et l'incrédulité cédant la place à un immense soulagement. La catastrophe avait été évitée, non par les rapports truqués ou les mesures timides, mais par la vision unique d'un enfant, dont les couleurs du ciel avaient dévoilé la vérité et la solution. L'ingénieur Philippe Mercier, les yeux rivés sur les écrans affichant la victoire de Léo, s'effondra sur sa chaise, le visage livide. Ses propres données manipulées, ses mensonges éhontés, ses préjugés validistes, tout était exposé à la lumière crue de la vérité. Des journalistes,
qui avaient jusqu'alors relayé ces versions, se retournèrent contre lui, leurs questions acerbes démolissant sa crédibilité. La foule, un instant silencieuse, laissa éclater sa colère et son indignation. « Menteur! Corrompu !» Les cris cessent, élevèrent, balayant son arrogance. Mercier, son empire de mensonges réduit en poussière, fut escorté hors de la salle, son visage reflétant la défaite et la honte, le symbole d'un système qui avait préféré l'ignorance à la vérité, le profit à la santé de ses citoyens. À Vèze, les habitants sentaient l'air plus léger, une brise fraîche balayant la lourdeur des derniers jours. Les enfants toussaient moins, les aînés respiraient avec plus de facilité. Monsieur Jean Moreau, le jardinier, avait le cœur gonflé de fierté et de soulagement, ses rosiers semblant soudain revivre. Dans le centre de congrès, Léo, imperturbable au milieu de l'agitation, continuait de faire tourner son Rubik's Cube. Isabelle Leclerc, les yeux brillants d'une émotion nouvelle, posa sa main sur l'épaule de Léo. Il ne voyait pas les visages ébahis, ni les larmes de reconnaissance, mais il ressentait la couleur du soulagement, une vibration douce et apaisante. La ville avait été sauvée par son don unique, et le silence respectueux qui l'entourait était la preuve indéniable que la couleur du ciel qu'il percevait avait enfin été entendue, annonçant l'aube d'une nouvelle ère pour Lyon. Le lendemain de la démonstration au centre de congrès, un silence respectueux, teinté d'admiration, planait sur la ville de Lyon, remplaçant la cacophonie de la veille. Les habitants de Vèze, qui avaient respiré avec soulagement un air plus pur, ne tarissaient pas des éloges sur le petit Léo, celui que beaucoup considéraient comme un simple enfant aveugle. L'ovation debout, les larmes de reconnaissance des maires et des industriels, tout cela résonnait encore dans l'esprit d'Isabelle Leclerc, qui observait Léo avec une fierté discrète. L'enfant, imperturbable, continuait de faire tourner son Rubik's Cube, ses doigts agiles, trahissant une agitation intérieure apaisée. Il ne voyait pas les visages ébahis, ni les caméras braquées sur lui, mais il ressentait la couleur vibrante de l'espoir, une douce mélodie de gratitude qui élevait des cœurs, confirmant que sa vérité avait enfin été entendue et acceptée par tous. Était un moment de reconnaissance collective, une catharsis pour une ville qui avait cru étouffée. Les invitations et les propositions affluèrent de toutes parts, une avalanche d'opportunités qui aurait submergé n'importe quel enfant. Des bourses, des études dans des institutions prestigieuses spécialisées en technologie de pointe, des partenariats pour développer de nouveaux capteurs atmosphériques, et même des requêtes pour des conférences à travers l'Europe. Isabelle Leclerc, désormais alliée inconditionnelle de Léo, annonça la création de la Fondation Léo Dubois pour la neurodiversité et l'innovation, dédiée à soutenir les enfants aux talents exceptionnels et à développer des technologies inclusives. Léo, toujours accompagné de Cécile, visitait ces nouveaux espaces, son dispositif de synthèse vocale décrivant les innovations. Pour lui, ce N n'était pas la gloire, mais la promesse d'un monde où ses perceptions, jadis perçues comme une bizarrerie, pourraient enfin épanouir et servir un but plus grand, un lieu où sa couleur du ciel serait comprise. Pendant ce temps, l'ingénieur Philippe Mercier, les yeux rivés sur les écrans, qui affichaient la victoire incontestable de Léo, était un homme brisé. Son visage, livide et défait, reflétait l'effondrement de son empire de mensonges et de corruption. Les journalistes, qui avaient si longtemps relayé ces versions édulcorées, se retournèrent contre lui avec une férocité inattendue, leurs questions acerbes démolissant sa crédibilité en direct. La foule, un instant silencieuse, laissa éclater sa colère et son indignation. Menteur, corrompu! Les cris élevèrent du centre de congrès, balayant son arrogance et son validisme. Les preuves de ses manipulations de données, de ses pots de vin, de ses entraves aux enquêtes, émergeaient désormais de partout. Une marée de vérité qui le submergeait, exposant sa bassesse au grand jour, sans échappatoire possible à la honte publique. Le scandale Mercier fit la une de tous les journaux. L'enquête judiciaire, accélérée par la pression populaire et les preuves irréfutables apportées par les données de Léo, révéla l'ampleur de sa corruption. Contraint de démissionner, il fut incarcéré, son arrogance étant muée en un profond désespoir. Le département qualité de l'air fut entièrement restructuré, ses méthodes de surveillance révisées, et une nouvelle ère de transparence initiée. Pour les Lyonnais, le départ de Mercier fut une victoire éclatante, le symbole d'un système qui avait préféré le profit à la santé de ses citoyens, mais qui avait finalement été vaincu par la vérité et l'intégrité d'un enfant. Son nom devint un avertissement, une sombre mélodie de ce qui arrive lorsque l'on ignore la voix de la conscience et de l'évidence, préférant le déni à l'action. L'exploit de Léo déclencha des changements profonds et durables dans la ville de Lyon. La collectivité territoriale, sous la pression populaire et les preuves scientifiques irréfutables, mit en œuvre de nouvelles politiques de surveillance environnementale, basées sur les principes d'analyse de données que Léo avait contribué à développer.
Des capteurs plus performants furent installés dans les quartiers vulnérables, et les rapports sur la qualité de l'air devinrent accessibles en temps réel à tous les citoyens. Les écoles de la ville commencèrent à adapter leurs programmes et à offrir des dispositifs de soutien aux élèves neurodivers, reconnaissant leur potentiel unique. La conscience collective évoluait, acceptant que des perspectives différentes pouvaient offrir des solutions inattendues, une transformation culturelle durable. L'expression « voir la couleur du ciel » devint un symbole fort à Lyon, une invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter ceux qui perçoivent le monde de manière différente. Léo, le petit garçon aveugle et autiste, était devenu un héros, non par la force, mais par l'acuité de ses sens et la pureté de son cœur. Son histoire, celle d'un enfant sous-estimé qui a sauvé sa ville, résonnait comme un hymne à la neurodiversité, rappelant que les plus grandes vérités, et les solutions les plus innovantes, proviennent souvent de ceux que l'on choisit d'ignorer. Lyon respirait enfin, non seulement un air plus pur, mais aussi une nouvelle compréhension, un respect profond pour chaque étincelle d'ingéniosité, ouvrant la voie à un avenir où la différence serait célébrée, et non plus crainte. Le lendemain de la démonstration au centre de congrès, un silence respectueux, teinté d'admiration, planait sur la ville de Lyon, remplaçant la cacophonie de la veille. Les habitants de Vèze, qui avaient respiré avec soulagement un air plus pur, ne tarissaient pas des éloges sur le petit Léo, celui que beaucoup considéraient comme un simple enfant aveugle. L'ovation debout, les larmes de reconnaissance des maires et des industriels, tout cela résonnait encore dans l'esprit d'Isabelle Leclerc, qui observait Léo avec une fierté discrète. L'enfant, imperturbable, continuait de faire tourner son Rubik's Cube, ses doigts agiles, trahissant une agitation intérieure apaisée. Il ne voyait pas les visages ébahis, ni les caméras braquées sur lui, mais il ressentait la couleur vibrante de l'espoir, une douce mélodie de gratitude qui, élevait des cœurs, confirmant que sa vérité avait enfin été entendue et acceptée par tous. Était un moment de reconnaissance collective, une catharsis pour une ville qui avait cru étouffée. Les invitations et les propositions affluèrent de toutes parts, une avalanche d'opportunités qui aurait submergé n'importe quel enfant. Des bourses études dans des institutions prestigieuses spécialisées en technologie de pointe, des partenariats pour développer de nouveaux capteurs atmosphériques, et même des requêtes pour des conférences à travers l'Europe. Isabelle Leclerc, désormais alliée inconditionnelle de Léo, annonça la création de la Fondation Léo Dubois pour la neurodiversité et l'innovation, dédiée à soutenir les enfants aux talents exceptionnels et à développer des technologies inclusives. Léo, toujours accompagné de Cécile, visitait ces nouveaux espaces, son dispositif de synthèse vocale décrivant les innovations. Pour lui, ce N n'était pas la gloire, mais la promesse d'un monde où ses perceptions, jadis perçues comme une bizarrerie, pourraient enfin épanouir et servir un but plus grand. Un lieu où sa couleur du ciel serait comprise. Pendant ce temps, l'ingénieur Philippe Mercier, les yeux rivés sur les écrans qui affichaient la victoire incontestable de Léo, était un homme brisé. Son visage, livide et défait, reflétait l'effondrement de son empire de mensonges et de corruption. Les journalistes, qui avaient si longtemps relayé ces versions édulcorées, se retournèrent contre lui avec une férocité inattendue, leurs questions acerbes démolissant sa crédibilité en direct. La foule, un instant silencieuse, laissa éclater sa colère et son indignation. Menteur! Corrompu! Les cris élevèrent du centre de congrès, balayant son arrogance et son validisme. Les preuves de ses manipulations de données, de ses pots de vin, de ses entraves aux enquêtes, émergeaient désormais de partout, une marée de vérité qui le submergeait, exposant sa bassesse au grand jour, sans échappatoire possible à la honte publique. Le scandale Mercier fit la une de tous les journaux. L'enquête judiciaire, accélérée par la pression populaire et les preuves irréfutables apportées par les données de Léo, révéla l'ampleur de sa corruption. Contraint de démissionner, il fut incarcéré, son arrogance étant muet en un profond désespoir. Le département qualité de l'air fut entièrement restructuré, ses méthodes de surveillance révisées, et une nouvelle ère de transparence initiée. Pour les Lyonnais, le départ de Mercier fut une victoire éclatante, le symbole d'un système qui avait préféré le profit à la santé de ses citoyens, mais qui avait finalement été vaincu par la vérité et l'intégrité d'un enfant. Son nom devint un avertissement, une sombre mélodie de ce qui arrive lorsque l'on ignore la voix de la conscience et de l'aile, évidence, préférant le déni à l'action. L'exploit de Léo déclencha des changements profonds et durables dans la ville de Lyon. La collectivité territoriale, sous la pression populaire et les preuves scientifiques irréfutables, mit en œuvre de nouvelles politiques de surveillance environnementale, basées sur les principes d'analyse de données que Léo avait contribué à développer. Des capteurs plus performants furent installés dans les quartiers vulnérables, et les rapports sur la qualité de l'air devinrent accessibles en temps réel à tous les citoyens.
Les écoles de la ville commencèrent à adapter leurs programmes et à offrir des dispositifs de soutien aux élèves neurodivers, reconnaissant leur potentiel unique. La conscience collective évoluait, acceptant que des perspectives différentes pouvaient offrir des solutions inattendues, une transformation culturelle durable. L'expression « voir la couleur du ciel » devint un symbole fort à Lyon, une invitation à regarder au-delà des apparences, à écouter ceux qui perçoivent le monde de manière différente. Léo, le petit garçon aveugle et autiste, était devenu un héros, non par la force, mais par l'acuité de ses sens et la pureté de son cœur. Son histoire, celle d'un enfant sous-estimé qui a sauvé sa ville, résonnait comme un hymne à la neurodiversité, rappelant que les plus grandes vérités et les solutions les plus innovantes proviennent souvent de ceux que l'on choisit d'ignorer. Lyon respirait enfin, non seulement un air plus pur, mais aussi une nouvelle compréhension, un respect profond pour chaque étincelle d'ingéniosité, ouvrant la voie à un avenir où la différence serait célébrée, et non plus crainte.